plaisir d'être ici avec vous ce soir. Habituellement, quand on fait une présentation, on attend les remerciements à la fin, mais je ne fais pas ça comme d'habitude, je vais le faire au début. Je ne connaissais pas 100 degrés avant qu'il m'approche pour venir faire justement cette conférence ce soir. Fait que j'ai eu la chance durant le dernier mois d'aller fouiner un peu partout pour voir qu'est-ce que c'est. Et je trouve que c'est une initiative extraordinaire. C'est quelle chance nous avons d'être rassemblés ici pour échanger, partager. Puis la thématique qu'on a, adapter l'école pour tous les jeunes, dans le fond, c'est un peu un terrain de jeu pour l'ergothérapeute que je suis, puis pour la chercheure que je suis en milieu scolaire encore plus. Fait que ce soir, ce que je veux faire avec vous, bien, c'est prendre le temps de réfléchir un peu. Il y a une initiative que je vais présenter, mais j'espère que ça va surtout générer des questionnements et des réflexions aussi de votre part. Donc, voilà. Donc, ce soir, je réfléchis avec vous et si un petit détail pouvait faire une grande différence. À main levée, qui ici, les parents par exemple, ont déjà participé à des groupes de stimulation pour les bébés, musique, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'a déjà fait, ces groupes maman, bébé. On est tous un peu familiers avec cette idée-là, parce qu'on sait que c'est important de stimuler le développement de l'enfant, l'oreille musicale ou le développement moteur de l'enfant, puis de le socialiser à un jeune âge. Mais l'enfant en Afrique, dans les bras ici de sa mère, ne participera pas à ce genre de groupe de stimulation-là. Pourtant, est-ce qu'on est vraiment inquiet au niveau de son développement? On se questionne. Puis, hey, on a le petit Joshua qui apparaît ici. Le petit Joshua qui fait de la batterie sur la batterie de cuisine de sa mère montre un intérêt marqué pour la batterie, le rythme. Pensez-vous que ses parents devraient l'inscrire à un cours de musique parce qu'il y a un talent à développer? Il ne faudrait surtout pas passer à côté. Justement, j'étais au cours de musique de ma fille la semaine dernière, puis j'avais une maman avec un enfant de 4 ans qui venait expliquer au professeur de batterie comment son enfant pensait qu'il avait vraiment un talent, puis elle voulait vraiment s'assurer de le développer à son plein potentiel. Évidemment, non. Vous travaillez avec des enfants, vous le savez. C'est pas comme ça que ça fonctionne, un enfant. Oui, il y a de la stimulation qui est possible. Notre outil, un outil qu'on a, c'est aussi l'environnement. Parce que dans le fond, le développement de l'enfant ou les comportements de l'enfant, c'est des comportements qui émergent. On les voit, par exemple, si je vous ai mis des photos, on voit l'enfant devant une flaque d'eau qui ne peut pas s'empêcher d'aller se mettre les pieds dedans. On voit l'enfant dans un sentier dans le bois qui, nécessairement, c'est quasiment inévitable, va suivre ses intérêts, ses motivations, ses habiletés pour aller justement utiliser ce que l'environnement lui offre pour le découvrir, explorer de quoi il est capable. On a ici la marelle dessinée. Si on dessine une marelle sur un trottoir dans une ville, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, on le voyait, même les adultes vont se prêter au jeu puis vont se mettre à sauter sur le jeu de marelle. Fait que c'est vraiment impressionnant de voir comment un environnement qui offre des possibilités amène le comportement de l'enfant. C'est comme un peu l'idée de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on ne peut pas tirer sur une carotte pour la faire pousser plus vite. On ne peut pas lui expliquer comment grandir pour la faire grandir plus vite. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est lui offrir un environnement qui est fertile, lui offrir les conditions nécessaires, l'arroser, évidemment, pour qu'elle pousse, mais elle va pousser à son rythme. Puis elle va pousser avec la forme qu'elle va avoir à la fin. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de contrôle qu'on a là-dessus. Bien, pas que je compare les enfants des carottes, ça calme. Mais quand même, c'est un peu la même idée. Fait que pour l'enfant, si on lui offre un environnement favorable, qu'il y a des opportunités de bouger, vous savez, les corridors actifs, on en entend parler aux nouvelles. C'est drôle, je reçois des courriels d'ergothérapeutes. Ayant enseigné à plusieurs ergothérapeutes, maintenant, il y a des étudiants qui me réécrivent, qui me disent « Qu'est-ce que tu en penses? » Point d'interrogation. Bien, je pense que c'est génial parce que, et on le voit très bien, si on met dans un corridor des obstacles ou des lignes, des chiffres à terre, les enfants vont naturellement répondre à ce que l'environnement leur offre puis s'activer selon leur intérêt, selon leur capacité. Il y a des enfants qui vont marcher. Mon fils marcherait à côté puis ferait absolument rien parce que c'est pas correct de faire ça dans une école. Un corridor, c'est fait pour marcher. Alors que ma fille, elle, au contraire, elle serait à terre en train de marcher à 4 pattes sur tous les choses qui ont par terre. Donc, si on veut
offrir un environnement qui permet à l'enfant d'explorer selon ses capacités, c'est certain que c'est une façon d'y arriver. Puis ça, l'idée de ce que les enfants aiment faire, veulent faire, quand on parle du faire, c'est, encore une fois, c'est le terrain de jeu de l'ergothérapeute. Fait que vous comprendrez bien que, là, je ne pouvais pas m'empêcher, on m'a dit, va directement au but, mais j'ai quand même mis un petit mot théorie, juste une diapo, vous m'excusez. La théorie des systèmes dynamiques. Bien, comme chercheur, puis comme ergothérapeute, c'est un peu ce qui nous mène. Puis il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au développement de l'enfant, qui s'intéressent à pourquoi on fait ce qu'on fait, qui se réfèrent à cette théorie-là. C'est pas bien compliqué. Comme vous avez vu, on peut l'illustrer de peu importe quelle façon. Tout ce que ça dit, c'est que ce qu'on fait au quotidien, ça dépend de l'interaction de plusieurs systèmes. Évidemment, on le sait. Ça ne dépend pas juste de nos habiletés. Ça dépend de l'environnement, bien sûr, des opportunités qui sont offertes. Oui, ça dépend de la personne aussi, de son tempérament, ses intérêts, sa motivation, ses capacités. Ça dépend aussi de l'activité. Si je vous fais faire du vélo de montagne sur une piste au Mont-Tremblant, dans la neige, la nuit, puis il y a plein d'obstacles, il y a des chances que ça soit plus difficile que si vous faites la même activité de vélo sur une piste cyclable. Donc, ce qu'on est capable de faire, ce qui est possible de faire, ou quand un enfant se développe, c'est la même idée un peu, c'est que ça dépend de plusieurs facteurs qui interagissent nécessairement ensemble. Puis c'est une interaction dynamique, c'est un échange qui se fait. Donc, on garde ça un peu en tête, mais vraiment un peu loin. Puis, c'est un peu l'idée qu'on a pris quand on est en ergothérapie, quand on fait travailler nos stagiaires. Là, ici, on a des anciennes étudiantes de l'UQTR qui ont déjà même participé à ce projet-là. Je vais vous parler du projet vélo. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école Sainte-Thérèse, c'est une école assez exceptionnelle. Le directeur de l'école, M. Jason Saint-Yves, à Trois-Rivières, et son équipe école, c'est une équipe qui a décidé qu'elle allait placer les saines habitudes de vie et le mode de vie actif au centre de leur projet éducatif. Donc, la grille horaire comporte pour les tout-petits, mais même les plus vieux, des plages horaires réservées à la motricité. Fait que des fois, ils peuvent passer des après-midi à prendre des cours de natation ou nous, en ergothérapie, on a des stagiaires qui sont dans cette école-là puis qui font de la motricité avec les tout-petits de préscolaire, premier cycle du primaire surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école avec une cote de défavorisation très élevée. Donc, on a beaucoup d'enfants qui sont en situation de vulnérabilité, proviennent de milieux défavorisés. C'est aussi une école qui accueille les nouveaux arrivants de la région. Donc, on a aussi un mélange là-dedans d'enfants qui ont des habiletés à divers niveaux. Fait que c'est une école de transition pour ces enfants-là. Alors, on travaillait déjà avec l'école depuis quelques années dans différents projets encore au niveau de la motricité. Puis, on a eu l'idée de dire, le mois de mai, c'est le mois du vélo. Peut-être on pourrait apprendre aux enfants à faire du vélo. Fait que le directeur a dit, pas de problème, n'importe quand, go, allez-y, organisez-le. Fait qu'on a donné le projet à des stagiaires. Et puis, on a fait une analyse de besoins. Premièrement, pourquoi enseigner le vélo si tout le monde sait faire du vélo? Fait qu'on a vérifié, est-ce que les enfants savent faire du vélo? Ce qu'on s'est rendu compte, 90 % des enfants du préscolaire ne savaient pas faire du vélo, n'étaient pas autonomes. Et 71 % des enfants de première année n'étaient pas autonomes au vélo non plus. Donc, le besoin était là. On a approché un organisme communautaire. L'organisme communautaire nous a donné 35 vélos de différentes grandeurs. On a dû apprendre beaucoup sur les vélos durant ces premières semaines-là. C'était très drôle. Donc, nous avons eu 35 vélos qui nous ont été donnés. Ensuite, nos stagiaires ont monté un programme. Comment ça s'enseigne faire du vélo? Mais comment ça s'enseigne toujours pour nous avec la notion de l'ergothérapeute, il fallait qu'il soit très proche. Parce que n'importe qui aurait pu enseigner à faire du vélo, mais qu'est-ce que nous, on apporte? C'était quoi notre couleur? Évidemment, c'est des stagiaires, il faut qu'ils ressortent de là avec une identité professionnelle qui leur est propre. Donc, on y tenait beaucoup. Bien, à la fin, le projet, dans le fond, bien, avant que je dise la fin, on va dire c'est quoi le projet. Donc, dans le projet, ça dure 4 semaines environ, des fois 5, dépendant de la température, parce que des fois, il neige au mois de mai, vous savez, surtout à Trois-Rivières. 2 à 3 fois par semaine, on voyait les groupes. Donc, préscolaire, première année, deuxième année aussi. Donc, en tout, il y avait, on fait le calcul, mettons 2 fois 4, jusqu'à 8 rencontres, je dirais, environ, par groupe. Vous comprendrez qu'on voit les enfants en groupe. Donc, on avait quand même aussi des stagiaires en ergothérapie qui étaient bénévoles et des étudiants bénévoles qui participaient au projet puis qui venaient courir en arrière des vélos. Puis, on avait aussi, là, je vais essayer de voir comment je peux y arriver pour faire activer la vidéo.
Bon, il y avait une petite vidéo, mais c'est pas grave. La vidéo, on voit même les enseignants impliqués dans le projet. Fait qu'on voit des enseignants qui courent en arrière des enfants, puis le plaisir que c'est quand ton enfant réussit finalement à partir en vélo, ainsi de suite, le plaisir partagé. Donc ça, c'est un peu le projet. À la fin, sur les 71 enfants pour qui on a ramassé des données, parce que quand les parents consentaient, on ramassait les données, 8 enfants, on avait encore besoin de les tenir, mais tous les autres enfants étaient capables de faire du vélo de façon... Il y en a qui étaient complètement... La majorité était complètement autonome en vélo, puis il y en a quelques-uns que, bon, il fallait continuer de pratiquer quand même, ils étaient en maternelle, on s'entend, mais de façon générale, c'était une super belle réussite. Puis année après année, c'est un projet qui se répète. Là, il commence à être trop bon, trop vite, fait que quand ils ont fait le vélo en première année, on les ramasse en première année, deuxième année, bien, il faut complexifier. Fait que là, on est en train de penser à bâtir un parcours bien, pas motocross, mais quasiment là, dans la cour de récréation. À suivre. Alors, si on regarde ma théorie des systèmes, on dit bravo, Noémie. La motivation de l'enfant est là. L'enfant, si on le met dans une situation d'apprentissage, quelque chose de nouveau, faire du vélo, c'est une activité qui est très signifiante. C'est une activité de pouvoir se déplacer de façon autonome dans la communauté, de pouvoir participer aux excursions à l'école. C'est une activité que pour plusieurs enfants qui habitent dans les appartements, dans des rues passantes, qui n'ont pas l'occasion d'apprendre dans nos quartiers défavorisés. C'est une activité que y a beaucoup de parents n'ont pas nécessairement les moyens, les capacités de le montrer à l'enfant. C'est une activité que souvent, il faut un vélo à la maison, sinon tu n'apprendras pas à faire du vélo. Mais pour nous, puis pour l'école, c'est une activité, on sait, qui va servir toute la vie. Cet enfant-là, quand il va être adolescent, il va savoir faire du vélo, il va pouvoir décider d'aller travailler, puis il va pouvoir le faire en vélo s'il veut. Donc, c'est vraiment une compétence qu'on les aide à développer qui est importante. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, en mettant des vélos dans l'environnement de l'enfant, en ajoutant des adultes prêts à courir en arrière d'eux, on soudainement ajoute à l'environnement plein de possibilités. On transforme l'environnement en un environnement favorable. Mais là, tantôt, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, l'enfant, là, il n'a pas toujours besoin de l'adulte pour se développer. C'est ça qu'on a dit plus tôt. Puis là, maintenant, je vous dis, bien, j'ajoute des adultes qui sont là puis qui apprennent à l'enfant à faire du vélo. C'est quoi mon ingrédient secret d'abord, Noémie, pour que tout ça fasse sens? Si j'étais votre prof, je vous dirais, manque de cohérence, Noémie. Bien, savez-vous quoi? L'adulte que je mets dans l'environnement, c'est lui ma différence. Parce que je ne mets pas n'importe qui dans l'environnement, je mets un adulte, puis je lui dis, tu ne vas pas enseigner à cet enfant-là comment faire du vélo. C'est pas ça ton rôle. Parce que la prochaine fois que cet enfant-là a quelque chose à apprendre encore, je ne veux pas qu'il ait besoin de toi, je veux qu'il ait appris à apprendre. Nos enfants ici, c'est des enfants vulnérables. Juste de leur donner les vélos, il y en a qui auraient été capables d'apprendre par eux-mêmes, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui se seraient découragés parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas le sentiment de compétence nécessairement assez solide pour faire face à ça. Puis il y a des enfants défavorisés que leurs habiletés motrices ne sont pas au même niveau que les autres enfants. Fait que c'est pas vrai qu'on peut les traiter pareil. Fait que l'adulte qu'on a mis dans l'environnement, c'est un adulte qui prenait pas la place de l'enfant pour la résolution de problèmes. S'il y a un problème à résoudre, c'est l'enfant qui va le résoudre. Comme adulte, on devenait un guide. C'est un peu, quand je dis s'il suffisait d'un simple détail. Quand l'adulte devient un guide pour apprendre à faire du vélo, puis l'enfant se décourage parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, le guidon, il va tout croche, puis le vélo bascule, l'adulte, il dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe quand ça n'arrête pas de bouger, ce guidon-là? Qu'est-ce qui arrive au vélo? C'est à l'enfant de trouver la réponse. C'est à l'enfant de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est à l'enfant de trouver une stratégie, en groupe, des fois, de dire, bon, là, l'équilibre, parce que là, les enfants, ils ont de la difficulté avec leur équilibre sur le vélo. Comment on va y arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour garder notre équilibre? Quelle partie de notre corps faudrait travailler? Est-ce que ce serait nos oreilles? Bien, c'est les enfants en groupe qui sont capables d'échanger ensemble, de communiquer, puis de se donner des trucs et des stratégies pour que la prochaine fois qu'ils ont à apprendre encore ou qu'ils sont confrontés à leur environnement qui présente certaines difficultés, bien, ils savent qu'ils ont les habiletés, qu'ils ont les outils pour y faire face.
c'est l'enfant qu'il va probablement avoir plus le courage de faire face à ces difficultés-là parce qu'il va avoir réussi à surmonter, par exemple, l'apprentissage du vélo avec nous. Fait que s'il suffisait d'un simple détail, on dit oui, il faut adapter l'environnement. Oui, les corridors actifs, c'est très bien pour les enfants en général. Mais nos petits cocos, quand on dit adapter l'école pour tous, savez-vous quoi? Que l'enfant ait un trouble du spectre de l'autisme, et on en avait dans nos groupes, que l'enfant ait un trouble développemental de la coordination, ou peu importe, l'enfant est quand même capable d'apprendre. Il faut juste prendre le temps de l'outiller. Puis comme adulte, de regarder avec l'enfant comment l'outiller et de regarder avec l'enfant comment justement peut-être adapter l'activité pour que ça ne soit pas un trop gros défi au début, mais qu'il commence à vivre ces succès-là et qu'un succès après l'autre, l'enfant se mette lui-même en action. Bien, c'est une des stratégies que nous, on a trouvées justement dans cette école-là, dans les différents projets qu'on fait, pour faire la différence. Donc, adapter l'école pour tous, oui, on peut adapter la programmation. Oui, on peut adapter l'environnement, mais l'adulte aussi peut adapter ses façons d'interagir avec les enfants pour justement on arrive à des beaux succès. Je ne peux pas terminer, dans le fond, sans remercier énormément. J'ai Kathleen Durand, qui est ma collègue ici, avec qui on a fait plusieurs projets ensemble, donc tous ces projets-là. On a d'autres projets aussi auxquels on a collaboré, justement à Sainte-Thérèse. Puis il y a plusieurs, comme je disais, des stagiaires en ergothérapie qui ont participé de différentes façons au projet qu'on a élaboré. Donc, merci beaucoup.